Fait qu'on commence tout de suite. Ce qui est intéressant pour les producteurs, c'est qu'il y a une aide financière du programme Prime Vert qui couvre jusqu'à 70 des dépenses admissibles. C'est dans la mesure 4301. Fait que c'est dans la même mesure que pratique de conservation des sols. Ça, c'est les cultures de couverture, dans le fond. Fait que les producteurs peuvent appliquer autant à ouvrage de conservation des sols qu'à culture de couverture. Puis, le montant maximal pour la durée du programme par entreprise, c'est 40 000 Fait que, ça, c'est important de le savoir parce que s'il y en a qui font plusieurs projets d'ouvrage sur plusieurs années, bien, potentiellement, ils pourraient aller chercher le 40 000 puis plus avoir d'argent pour les cultures de couverture. Ça n'arrive pas souvent, mais quand même, je voulais que vous sachiez que c'est ensemble. Puis, c'est une mesure qui est bonifiée pour la relève, l'approche collective, puis le bio. Bonifié à 90 Quand on monte un dossier de demande d'aide, on a besoin de plusieurs documents. Tous ces documents-là sont sur Internet. Fait que vous pouvez trouver le formulaire de demande d'aide, le guide du demandeur. Ça, c'est pour le producteur, mais vous pouvez le lire aussi, évidemment, là, pour aller lire ce qui est admissible et tout ça. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout passer spécifiquement ce qui est admissible et ce qui ne l'est pas. On rentre vraiment dans le comment monter un dossier, là. Mais toutes les informations en lien avec l'admissibilité sont disponibles sur Internet. Le formulaire de dossier technique aussi, le formulaire de surveillance et attestation de conformité. Et sur AgriRéseau, il y a un guide d'accompagnement du dossier technique qui, lui, date de 2014. Mais on l'a regardé, puis c'est encore valable, là. Fait que gênez-vous pas pour y référer. Bon, c'est intéressant, l'aide financière. On sait que les producteurs aiment ça aussi quand c'est propre, puis que quand ils font des efforts en agro-environnement, qu'on se rende jusqu'au cours d'eau. Mais dans la vraie vie, comment ça va se passer? Bien, souvent, ça va se passer par des problématiques d'érosion. Fait que les producteurs vont vous montrer toutes sortes de types d'érosion, l'érosion plus ponctuelle comme des sorties de drain, l'érosion en nappe, l'érosion en ravine. Ça, en fait, ça arrive souvent, puis là, je n'ai pas mis de photo, mais avec des problèmes d'érosion aussi en cours d'eau. Donc, du décrochement de talus en cours d'eau, des fois des glissements de terrain aussi. Fait qu'il faut savoir reconnaître ce qui vient du champ puis ce qui vient du cours d'eau. Nous, au ministère de l'Agriculture, on subventionne les ouvrages pour gérer l'eau qui vient du champ. Si vous avez besoin de temps pour analyser la situation, tantôt, on va regarder comment analyser la situation. Vous pouvez passer par le réseau AgriConseil avant de commencer à monter les plans et devis. Fait que vous pouvez utiliser de l'aide, là, bien, vous êtes mieux de téléphoner au réseau, mais probablement là, dans la partie technique pour le producteur, si ça lui convient évidemment au producteur, ou peut-être vous pouvez faire aussi une évaluation détaillée et ciblée de l'état des sols pour pouvoir discuter plus en amont de la problématique au cours d'eau par rapport à l'érosion en nappe, l'érosion en ravine, vraiment dans le champ. Puis ce qu'on demande en prime vert, si vous êtes capable, c'est d'essayer de cibler un bloc de champ, ou en tout cas d'avoir une superficie minimale de 30 hectares. Des fois, c'est possible, des fois, ça ne l'est pas, mais on comprend que si vous montez un dossier juste pour un ou deux ouvrages, ben, ça va être difficile pour vous. Là, on va voir tantôt les montants admissibles là, peut-être de vous faire payer suffisamment ou que ça soit rentable pour le producteur. Fait qu'essayez, si vous en montre un ou deux décrochements ou des problèmes, de lui demander est-ce que vous en avez ailleurs pour vraiment faire le tour, là, peut-être pas de la ferme pour certains qui ont des grandes fermes, mais pour faire un plus gros bloc de champ. Bon. Puis là, les producteurs, ils vont vouloir connaître la solution. C'est des gens pratiques, des gens de terrain. Ils ont hâte que ça se règle. Fait que souvent, ils vont vous parler du décrochement, du bris de talus, de la sortie de drain qui s'érode ou de la ravine dans le champ, mais ils ne vont pas comme d'emblée vous parler de toute la problématique générale. Fait que c'est important d'être un bon détective, d'essayer de comprendre l'historique de la problématique, essayer de poser des questions aussi sur les rotations, sur les pratiques culturelles, le travail de sol, est-ce qu'ils font des cultures de couverture, poser des questions aussi sur la gestion de l'eau, essayer de regarder là, le réseau hydraulique, les fossés, les cours d'eau, le nivellement, le drainage souterrain, le type de sol. C'est pour ça que je vous amenais un peu vers l'évaluation détaillée de l'état des sols. Pas nécessairement en profondeur pour chaque aspect, mais au moins comprendre l'amont du problème, puis comprendre aussi l'ensemble de la problématique. Puis évidemment, il faut regarder l'état de la bande de protection riveraine parce qu'elle peut jouer là, sur la pérennité de l'ouvrage que vous allez faire, mais aussi sur, en fait, elle peut faire partie de la solution. Là. Puis là, ça, je vais le répéter là, souvent, mais puis pendant que vous êtes au champ, commencez tout de suite à prendre des photos
à prendre des points GPS, prendre des dimensions pour essayer de ne pas nécessairement avoir à revenir pour être efficace aussi dans votre gestion du temps. Fait que tantôt, vous allez avoir besoin de faire des plans et devis, fait qu'essayez tout de suite de prendre un maximum de données. Bon, on comprend que l'érosion hydrique printanière, c'est la pire de l'année. Fait que dans le fond, avant de rentrer dans le vif du sujet des ouvrages de conservation des sols, il faut absolument qu'on mentionne que, dans le fond, l'augmentation des résidus de culture à l'automne par l'arrêt ou la réduction du travail de sol à l'automne, ça, c'est sûr que ça peut aider aussi à réduire l'érosion. L'implantation des cultures de couverture, ça aussi, évidemment, ça peut avoir un très grand impact, peut-être même un plus grand impact là, que l'ouvrage lui-même. Cultiver des cultures pérennes, soit en voie d'eau engazonnée, soit en plein champ, en zone pentue, ça peut aider beaucoup. Respecter ou élargir la bande riveraine aussi. Elle peut être spontanée. Spontanée en voulant dire on fait juste la laisser pousser. Elle peut être herbacée, donc semée. Elle peut être peut-être herbacée cultivée aussi si elle est élargie, arbustive, arborescente. Tout ça, ça va beaucoup aider à régler notre problématique. Puis, ce qu'on vous demande, en fait, comme conseiller, c'est d'aborder ces questions-là avec le producteur le plus possible. Parce qu'on est super conscient que, dans le fond, l'ouvrage va sûrement patcher la problématique, mais que ça ne va pas régler l'ensemble. Puis, c'est important aussi de vérifier que le champ est isolé hydrauliquement, surtout en zone pentue. Certains vous présentent des problématiques d'érosion en ravine. Ça, c'est vraiment une craque, là, finalement, dans le champ. Est-ce que, par exemple, le fossé de bois en amont ou le fossé en amont qui coupe l'eau de la pente du bassin versant est efficace? Est-ce que le champ est nivelé ou va être nivelé dans quelques temps? Est-ce que, par exemple, quand il y a plusieurs fossés puis que le producteur veut des ponceaux à valoir, est-ce que, dans le fond, il va drainer son champ souterrainement puis dans 2 ans, on n'aura plus ces fossés-là? Tu sais, c'est toutes des questions aussi qu'on se pose avant d'investir sur des ouvrages de conservation des sols. Alors, ça, c'est l'introduction. Fait que là, on sait qu'on veut faire des ouvrages. Fait qu'on... C'est long quand même, mais c'est important tout ça. Fait qu'on rentre dans le vif du sujet des ouvrages de conservation des sols. Là, comme je disais tantôt, ce ne sont pas tous les ouvrages qui sont admissibles. Par exemple, on ne fait pas d'enrochement de pieds de talus dans un cours d'eau pour stabiliser un méandre. Qu'est-ce qu'on ne fait pas aussi? Bien évidemment, on ne fait pas de retalutage, là, soit, oui, dans des méandres ou de cours d'eau ou dans des zones à risque de glissement de terrain. On ne fait pas de seuil en cours d'eau. En fait, on ne fait rien vraiment en cours d'eau. On pourrait résumer ça de même. On est beaucoup soit dans le talus pour réduire les impacts de l'érosion de l'eau qui vient du champ ou dans le champ, carrément. Fait que dans le fond, vous pouvez contacter la direction régionale pour savoir si l'ouvrage ou les ouvrages que vous voulez faire avec l'entreprise sont admissibles à l'aide financière. Fait que soit vous, là, soit le client qui appelle, vous pouvez envoyer des photos, la localisation, expliquer un peu. Puis, nous, on va vous confirmer que c'est admissible avant que vous continuiez votre dossier. Puis, c'est ça. Lors de la visite au champ, je l'ai dit un peu tantôt, mais c'est important de localiser et de dimensionner les ouvrages le plus possible afin de ne pas avoir à retourner sur les lieux ou presque pas. Puis, toujours penser que vous aurez des plans et devis à produire. Ça, on va vous l'expliquer tout au long de la formation, comment faire. Fait que là, ça va bien, vous êtes allé au champ. Oui. Ça coupe souvent. Je ne sais pas si tu peux enlever juste ton écran pour ton image parce que le son coupe très souvent. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça Enlevez- coupe pas? Ben moi, enlève ça ta coupe caméra. pas. Ça coupe pas, je pense pas. Pierre, c'est peut-être ton Internet à toi. Moi, ça coupe pas. Le son est bon Le là son aussi. est bon, mais c'est sûr Ah. que tout le monde, on pourrait fermer nos caméras, ça aiderait pour certains. OK, ouais. OK, je vais continuer. Excellent. Merci. Fait que dans le fond, OK, fait que là, on a pris toutes les données nécessaires, fait qu'on est prêt à monter le dossier comme tel. La première chose que je vous recommande de faire, puis là, je vais vous expliquer une façon de faire. Là. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de prendre celle-là.
pour ceux qui ont d'autres façons de faire et que ça va bien, là, gênez-vous pas, évidemment. Moi, je vous montre un peu la façon que moi j'utilise et qui va bien, je trouve. Donc, la première chose à faire, c'est que le client doit remplir le formulaire volet 1 et l'envoyer au MAPAC par courriel, par la poste, par texto, en tout cas, name it, il faut l'envoyer pour qu'on puisse ouvrir une demande d'aide financière rapidement puis qu'on puisse suivre son dossier. Après ça, il faut que le producteur, l'entreprise, vous donne un mandat. Puis à ce moment-là, il faut vraiment définir les rôles et responsabilités de chacun. Fait que là, dans les détails, par exemple, qui va aller chercher le permis municipal? Est-ce que ça va être l'entreprise ou est-ce que ça va être vous? Est-ce que le producteur est conscient que vous allez vouloir surveiller le chantier? Si ce n'est pas le cas, bien, vous allez savoir que vous allez devoir faire une attestation de conformité sans surveiller. Fait que là, vous allez lui demander de prendre des photos, de vous tenir au courant quand même. Fait que donc, le permis, la surveillance, qu'est-ce qui peut... en tout cas, il y a des morceaux de dossiers qu'il faut que... Dans le fond, qui va trouver l'entrepreneur, qui va... moi, je crois que c'est le producteur là, qui devrait le trouver, mais ça pourrait être vous aussi. Ça pourrait être vous qui fassiez même le magasinage là, des matériaux, mais ça peut être aussi lui, évidemment. Fait que c'est de vraiment définir le rôle et la responsabilité de chacun. Ensuite, il faut faire un plan de localisation. Moi, je pense que c'est ça. Le plan de localisation puis le plan des ouvrages, c'est important de les faire en premier pour pouvoir aller chercher rapidement un permis municipal puis vérifier que toutes les autorisations sont soit pas nécessaires ou qu'on va les avoir. Comme ça, bien, vous ne travaillerez pas pour rien pour faire le formulaire de dossier technique, le devis, ramasser le PA et faire l'attestation et tout ça. Dans le fond, les autorisations municipales ou autres, ce sont, en fait, ça constitue un go-no-go dans le dossier, fait que c'est important d'essayer de les obtenir le plus tôt possible. Parce que parfois, il y a des enjeux réglementaires en lien avec les cours d'eau, en lien aussi peut-être avec les zones à risque de glissement de terrain. C'est important, vous ne voulez pas préparer un projet puis être responsable d'un projet qui est non conforme. Voilà. Fait que là, si tout va bien, vous avez le permis municipal, bien là, vous pouvez remplir le formulaire de dossier technique. Vous allez voir, je vais vous le montrer tantôt. C'est un formulaire qui est assez simple. Puis ce sont des choses dont on a parlé tantôt. L'état de la bande riveraine, les rotations, les autres pratiques de conservation des sols utilisées dans le fond adopté par le producteur. Fait que ça, vous allez déjà l'avoir. Ça va être seulement de le rentrer dans le formulaire. Le devis, bien, en fait, c'est la liste de tout ce que ça prend, puis des détails là, de dimension et tout ça. Le PA, souvent, les producteurs en ont un. Sinon, bien, il faut le trouver. Excusez. Puis, c'est ça. Il va falloir faire un constat et une attestation de conformité aussi à la fin. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Le formulaire de demande d'aide financière au volet 1, c'est super simple, il est disponible sur Internet. C'est le producteur agricole ou son mandataire là, qui le signe. Ça nous permet d'ouvrir la demande d'aide et de réserver des fonds, de pré-réserver des fonds pour l'entreprise. Fait que ça, on l'envoie en début de processus. Les dépenses admissibles sont celles qui sont encourues après le dépôt de la demande d'aide. Fait que c'est important de l'envoyer au début. Après ça, il faut faire un plan de localisation. En tout cas, moi, je commence toujours par le plan de localisation. Fait que là, vous utilisez votre système d'information géographique préféré. Il y a InfoSol, Google Earth, Forêt ouverte, QGIS, ArcGIS, limite, vous prenez celui que vous voulez. L'idée, c'est que nous, on veut savoir où sont les ouvrages, puis je vous conseille de leur donner des noms, soit en important vos points GPS ou en faisant des captures d'écran simplement, puis en allant ajouter des points là, sur PowerPoint ou sur n'importe quel autre outil. L'idée, c'est que tantôt, la nomenclature que vous allez utiliser, bien, ça va être la même. Je vous recommande d'utiliser la même pour les plans et pour le devis. Puis là, évidemment, on peut afficher toutes les couches dont on a besoin, l'hydrologie. On peut mettre les cartes hydrographiques aussi sur InfoSol, la pédologie et tout ça. Si vous avez besoin d'aide, ça, je ne l'ai pas mentionné, mais pour Mauricie Centre du Québec Estrie, en tout cas, on vous confirme qu'on est là pour vous aider. Autant pour l'admissibilité, la recherche de solutions, le montage du dossier. On est toutes capables, là, Alexandre Harel, Chloé, moi, Pierre Chouinard, Hélène Filion, on est tous capables de vous aider là, à préparer ces dossiers-là. Fait que là, je vais vous donner un exemple d'un cas concret où on a vérifié finalement les aspects réglementaires. Fait que c'est à Masquinongé. On a un producteur qui nous a montré des bris de talus provenant de l'eau du champ à 3 endroits. Fait qu'on avait spoté des chutes en rocher à faire.
Puis quand on a fait le plan de localisation, bien, ici, on se rend compte qu'il y a une ligne bleue. Fait que là, ça va être à vérifier. Est-ce que c'est un cours d'eau? Est-ce que c'est pas un cours d'eau? Puis, dans les 3 cas aussi, bien, on se demandait, tu sais, c'est un talus qui est escarpé, qui a plus de 5 mètres en sol argileux. Est-ce que ça va être une zone à risque de glissement de terrain? Fait que la façon de faire, c'est de... avant d'aller à la façon de faire, je voulais vous parler un peu des cours d'eau. Qu'est-ce qu'un cours d'eau? Bon, d'abord, un cours d'eau, il faut savoir que c'est presque tout, finalement. Tous les écoulements naturels sont un cours d'eau, même s'ils sont intermittents, selon la définition des cours d'eau. Fait que dans le fond, tout est un cours d'eau, sauf un fossé de voie publique. Puis là, je vais passer le point 1, là, mais ça a plus rapport justement avec la réglementation, puis ça, on va y revenir tantôt. Mais un fossé de voie publique, un fossé mitoyen ou un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes, qui est utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation. Ce sont des « et », là, les points virgules ici, et qui n'existent qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. Puis ici, tu vois, la portion d'un cours d'eau qui sort de fossé est aussi sous la compétence de la MRC. Fait que, tu sais, ça, j'ai pris ça, c'est un exemple de la MRC Brome-Missisquoi, mais c'est un peu tout le temps pareil là, dans les réglementations des MRC, dans les schémas d'aménagement, en fait. Puis, donc, ça peut être compliqué. C'est-tu un cours d'eau? C'est-tu pas un cours d'eau? Moi, je ne vous conseille pas de vous prononcer là-dessus. C'est sûr que quand vous êtes au champ, puis vous voyez un écoulement naturel dans un champ qui semble faire une grosse ravine, vous pouvez le mentionner au producteur. Peut-être que c'est un cours d'eau, peut-être que vous avez rempli un cours d'eau. Tu sais, vous ne le savez pas, nous, on ne le sait pas. L'idée, c'est que de toute façon, ça va être à la municipalité à donner le permis municipal. Puis elle, ça veut faire des vérifications auprès de la MRC, mais c'est de sa responsabilité. Ce sont les municipalités et les MRC qui légifèrent sur les cours d'eau. Fait que dans le fond, quand on fait nos vérifications, c'est plus pour savoir ça va-tu bien passer ou pas, finalement. Dans le cas qui nous intéresse, j'ai remis les points jaunes ici là, du dossier de tantôt. C'est à Masquinongé. Donc, sur le site de la MRC de Masquinongé, il y a de la cartographie. De plus en plus, les MRC ont de la belle cartographie, parfois même dynamique. On voit bien, là, par exemple, ici, la plaine inondable du lac Saint-Pierre, fait que le 0,2 ans du lac Saint-Pierre. On voit même en rouge ce que la MRC considère comme des anciens tracés de cours d'eau, donc des amonts de cours d'eau, là, des têtes de cours d'eau qui ont été remplis. Ce que je comprends, c'est qu'ils ne les considèrent plus comme des cours d'eau. Dans le cas qui nous intéresse, on avait une ligne bleue ici, mais là, sur le site de la MRC, ça ne semble pas être un cours d'eau. Puis ici, là, mon point jaune est un peu bas, là, mais finalement, on était dans le champ, fait qu'il n'y aurait pas trop de problème. Fait qu'on pense que pour les cours d'eau, ça devrait bien aller. Après ça, on va regarder les zones à risque de glissement de terrain. Les zones à risque de glissement de terrain, on en a beaucoup à Mauricie, on en a beaucoup au centre du Québec. Je crois qu'en Estrie, il y en a beaucoup moins. Dans le fond, il y a un cadre normatif qui est sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales. Puis, tout est en ligne. Fait que là, je ne vous ai pas trop mis de détails. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une intervention dans une zone à risque de glissement de terrain qui est cartographiée, donc qui est dans le fond, qui est visée là, par le cadre normatif, on doit avoir une expertise géotechnique pour pouvoir faire les travaux dans des conditions sécuritaires. Puis d'une façon sécuritaire. Parce que tout ça, en fait, c'est pour la sécurité des biens et des personnes, évidemment. On comprend qu'une zone à risque de glissement de terrain, ça peut être dangereux. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas jamais faire d'ouvrage de conservation des sols en zone à risque de glissement de terrain. Ce n'est pas ça la réponse, là. C'est plutôt de dire, d'informer votre client, si vous voulez faire des travaux là, ça prend une expertise géotechnique. C'est bon? Puis, tu sais, le coût peut varier, mais tu sais, dépendamment du type de production, puis du bris, puis de l'ouvrage envisagé, ça peut peut-être valoir la peine, là. Fait qu'il ne faut pas non plus trop fermer la porte vite, mais il faut que le producteur soit conscient. Puis là, je vous ai mis 2 exceptions. Dans le fond, ce qui n'est pas visé par le cadre normatif, c'est la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation de drains agricoles. Fait qu'on comprend que quand on excave là, pour partir un drain pour pouvoir drainer souterrainement un champ, mais ça, on peut le faire même en zone à risque de glissement de terrain. Puis quand on veut implanter ou faire une réfection de drains agricoles,
mais on doit utiliser la figure 5 là, qui est dans la fiche technique de l'aménagement de sortie de drain, qui est en fait une sortie de drain avec talus escarpés sans accès avec la machinerie. Fait qu'on allonge la sortie de drain plutôt que d'excaver beaucoup dans le talus. On comprend que ce qu'on ne veut pas faire en zone à risque de glissement de terrain, c'est mettre du poids en haut de talus, c'est faire enlever dans le fond, déstabiliser le pied de talus. C'est ce que le cours d'eau fait, dans le fond, quand il érode le pied de talus là, naturellement. Puis évidemment, on ne veut jamais travailler en zone à risque de glissement de terrain quand c'est humide. Puis juste un petit mot sur le glissement de terrain. Un des critères, c'est d'avoir un talus de 5 mètres de hauteur. Fait que ça, des fois, même si la cartographie dit que c'est une zone à risque, si visuellement vous dites ça ne fait vraiment pas 5 mètres, nous, ça nous est arrivé de prendre là, notre baguette de niveau, là, puis de prouver que le talus n'avait pas 5 mètres, puis de pouvoir disqualifier là, certains endroits là, de la zone à risque de glissement de terrain. Fait que là, dans l'exemple qui nous intéresse, j'ai fait la même chose. Je suis retournée sur le site de la MRC de Masquinongé, puis là, ce sont les points roses ici, là, nos deux endroits où on avait spoté les ouvrages à faire. Fait qu'on comprend que celui-là, il n'y a pas de problème. Mais celui qui est dans la zone jaune, ça veut dire qu'il est dans une zone, entre guillemets, à risque faible de glissement de terrain. Mais un risque faible est un risque quand même. C'est que les zones à risque faible sont toujours en arrière des zones à risque élevé. Ce que ça dit, c'est que si la zone à risque élevé part, bien, la zone à risque faible va partir elle aussi. Fait que c'est tout autant dangereux et instable. Fait que là, on a un os ici. On pense que ça ne va pas nécessairement bien aller, mais ce n'est pas grave. On peut... Ah ouais, c'est vrai, ça, j'avais mis ça ne sera pas long, je vais revenir. On peut faire les plans quand même. Puis on comprend qu'on a déjà fait le plan de localisation. Puis on peut donc fournir à la municipalité le plan de localisation et les plans, sans le devis, sans les détails là, des dimensions nécessairement, pour demander un permis municipal tout de suite. Comme ça, si on a le permis municipal, on sait qu'on est correct pour les cours d'eau, qu'on est correct pour les zones à risque parce que les autres, ils le vérifient. Fait qu'on peut continuer à préparer notre dossier avec la tête en paix. C'est bon? Puis là, ce que j'ai rajouté là, ce matin, c'est que j'avais oublié là, la partie sur le règlement sur l'encadrement d'activités en fonction de leur impact sur l'environnement, donc le REAFI. Il y a l'article 337 où c'est mentionné que sont exemptés d'une autorisation les travaux de stabilisation d'un talus aux conditions suivantes. Fait que là, il y a des longueurs maximales là, pour pouvoir être exempté. 50 mètres, lorsque des phytotechnologies sont utilisées, c'est pas très utilisé là, pour nos ouvrages. Là, vous allez voir un peu ce qu'on fait, puis c'est tout le temps finalement de l'enrochement, principalement de l'enrochement avec de la pierre dynamitée. Fait qu'on a donc des matériaux inertes, 30 mètres ou 5 fois la largeur du cours d'eau selon ce qui est le plus restrictif. Fait que si vous ne dépassez pas ça, bien en fait, vous n'avez pas vous êtes exempté là, de demander une autorisation au ministère de l'Environnement. C'est bon? Fait que là, on a notre permis municipal, puis on est exempté par le REAFI. Fait qu'on continue. Fait que là, on va monter le formulaire de dossier technique, qui est en fait un formulaire qui est en ligne aussi, puis qui explique au MAPAC, parce que ça, on le dit, c'est un peu administratif, bien, vous allez le donner aux producteurs aussi, là, parce qu'ici, ils signent le représentant de l'exploitation agricole, mais c'est là où vous allez expliquer ce qui est fait en amont, la bande riveraine, c'est quoi les ouvrages, c'est quoi l'entretien des ouvrages. Ça, c'est très important que le producteur le comprenne. Puis, bon, c'est quoi les autorisations là, que vous avez besoin? Parmi les autorisations, je dois vous parler de l'avis faunique, qui n'est pas vraiment une autorisation, c'est vraiment un avis. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les cours d'eau, il y a des poissons. Là, vous allez dire, moi, Hélène, c'est pas gros scoop un matin, mais il y en a vraiment partout des poissons. Là. Pour avoir fait des pêches à la Seine là, avec des OBV dans des très petits cours d'eau agricoles, c'est impressionnant à quel point, des fois, les producteurs vont dire, ben non, il n'y a plus rien là-dedans. Dans mon temps, il y en avait, mais il n'y en a plus. Mais tout ça, en fait, c'est plus ou moins vrai. Il y a il y a tout le temps des poissons, il y a tout le temps de la faune. Fait que quand on prend une pelle mécanique puis qu'on excave, par exemple, dans un talus, bien, on comprend qu'on envoie des sédiments dans l'eau du cours d'eau. Puis ça peut nuire à la fraie.
Ça peut colmater les frayeurs, ça peut colmater les branchies des petites larves, ou en tout cas, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça à ce stade-là, mais nuire à la respiration des très, très, très petits poissons. Fait qu'il faut faire les travaux, en théorie, entre le 15 juin et le 15 septembre. Là, vous allez dire, ouais, pas bien pratique. Mais donc, si vous êtes capable de faire les travaux dans un champ de foin, en 2 coupes ou après une petite céréale, ça, c'est l'idéal parce qu'il n'y a pas de frais des poissons entre le 15 juin et le 15 septembre. Puis souvent, on va être dans l'étiage aussi, fait qu'on va avoir peu d'eau dans le cours d'eau. C'est là qu'on va avoir le moins d'impact sur la faune. Si c'est impossible de le faire, parce qu'on comprend que c'est souvent à l'automne que les producteurs veulent faire ça. Ils veulent faire leur saison, faire leur récolte, puis après ça, OK, ils sont prêts. Bien, ça peut être impossible de le faire, principalement s'il y a des salmonidés dans le cours d'eau, parce qu'eux, ils feraient à l'automne. Donc, la truite, puis d'autres types de poissons comme ça. Fait que là, les salmonidés, on les trouve dans des endroits où il y a peu d'agriculture, beaucoup de boisés. Nous, à Mauricie, c'est plus au nord de la Mauricie. Les autres régions, je ne le sais pas, mais il existe des cartes aussi là, au MFFP qui vont vous dire où se trouvent ces poissons-là. Puis à ce moment-là, on n'a vraiment pas le droit de faire des travaux après le 15 septembre. Fait que c'est important de s'informer à ce sujet-là. Ce que vous pouvez faire, c'est demander un avis phonique. Ça a l'air bien compliqué, un avis phonique, mais ce n'est pas du tout compliqué. Vous écrivez un courriel au MFFP, puis là, vous utilisez la même chose. Votre plan de localisation, vos plans que vous avez déjà envoyés à la municipalité, puis vous dites, les travaux, on les ferait, mettons, en novembre. Puis là, bien, ils vont vous répondre, ils vont vous donner un avis sur l'impact sur la faune. Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Il faut savoir que nous, en Mauricie, Centre du Québec, on a un avis phonique général qu'on essaye de remettre à jour là, chaque année avec le MFFP. Puis là-dedans, il y a des cartes où on voit les secteurs avec salmonidés ou sans salmonidés. Fait que ça peut nous aider aussi. Puis si un jour vous êtes dans un projet collectif, puisque je vois certaines personnes là, qui travaillent des fois dans des projets collectifs, bien, vous pouvez demander un avis juste pour votre projet, pour toute la durée du projet, pour dire, voici le territoire visé par mon projet collectif, les travaux, dans le fond, quand je peux faire, quand c'est mieux de faire les travaux, puis là, ils vont vous donner leur avis avec des dates à respecter. Bon. Fait que là, la prochaine étape, c'est de faire les plans. On les a déjà faits, vous allez me dire, mais tu sais, tantôt, on les a faites, j'ai passé vite en fait, là. Mais l'idée, c'est qu'on a des plans types. On a presque probablement des plans types pour tout ce dont vous allez avoir besoin, là, 95 du temps. Fait que gênez-vous pas, on peut vous les fournir. Quand on vous fournit un plan type, évidemment, les dimensions ne sont pas écrites, mais là, vous pouvez, dépendamment de la situation, bien, changer ces dimensions-là. Puis là, ben, c'est là que vous allez utiliser là, la même nomenclature que tantôt pour pouvoir faire le lien entre le plan de localisation et le plan. Puis, vous pouvez prendre des notes, là. Tu sais, comme ici, prendre entente avec le voisin, nettoyer le fossé. Tu sais, vous pouvez aussi écrire des choses sur les plans, modifier un peu les plans types finalement pour que ça puisse être satisfaisant pour vos besoins. Moi, d'habitude, les détails des dimensions, bon, là, des dimensions spécifiques, surtout maintenant, si vous faites plusieurs chutes enrochées, vous pouvez faire, puis qu'elles sont toutes sensiblement pareilles, vous pouvez faire un seul plan de chute enrochée, nommer tous les noms, les numéros de chute finalement qui sont associés à ce plan-là. Puis tantôt, dans le devis, vous pouvez faire, aller mettre les dimensions spécifiques de chaque chute enrochée pour que ça travaille plus vite. Puis que ça soit tout aussi clair. Pour ce qui est du devis des ouvrages, on a 2 fichiers qu'on peut vous fournir aussi. Nous autres, en Mauricie, on utilise vraiment un fichier Excel avec plusieurs onglets. Ce sont des onglets pour chacun des types d'ouvrages. Fait que là, vous pouvez effacer finalement tous les onglets dont vous n'avez pas besoin. Puis un cumulatif qui se fait là, dans le premier onglet. C'est à ce moment-là que vous allez mettre des coûts, des quantités, puis du temps aussi. Vous allez estimer du temps pour de l'appel finalement, là, pour pouvoir en arriver à un coût total de projet. C'est là aussi que vous allez mettre vos frais professionnels. Vous allez pouvoir faire un estimé là, de vos frais professionnels. Puis le producteur va donc savoir le coût total du projet, puis l'aide financière qui va être potentiellement accessible pour lui, puis le coût que ça va coûter. Puis c'est avec ça aussi qu'il peut faire son magasinage, là.
Puis c'est là qu'on peut aussi tout écrire les caractéristiques là, spécifiques de chacun des aménagements. Ensuite, il y a le PAA. Le PAA, c'est le plan d'accompagnement agro-environnemental. Ça, j'aurais pu vous en parler au début, j'aurais pu vous en parler à la fin. En tout cas, l'idée, c'est que tantôt, je vous ai dit que vous pouvez aller vers le réseau Agri-Conseil là, pour obtenir de l'aide pour faire le diagnostic quand vous regardez toute la problématique. Si vous utilisez la partie technique au réseau, vous n'avez pas besoin d'un PA. Si vous faites une évaluation détaillée ciblée de l'état des sols, je crois qu'il demande un PA. En tout cas, l'idée, c'est de demander au producteur est-ce que vous en avez un, puis de vérifier si l'action en lien avec des ouvrages de conservation des sols est dans le PA. Puis on comprend que c'est bon 7 ans un PA. Là. Fait que ça se peut qu'il y en ait déjà un. Vous pouvez vous informer à ce sujet-là. Puis ça, vous pouvez le faire si vous êtes agronome. Sinon, vous pouvez demander au producteur là, de le faire par son agronome. Après ça, vient la surveillance de chantier. À mon avis, à moi, c'est l'étape la plus importante, presque, là, dans le sens où les producteurs ne font pas ces ouvrages-là souvent, fait qu'ils sont presque toujours sur le chantier, mais c'est pas comme s'ils en faisaient tous les ans, fait que ils ne sont pas nécessairement à l'aise là, pour discuter avec l'entrepreneur de pelle et tout ça. Souvent, les entrepreneurs de pelle, dans le fond, le producteur le choisit. Il faut qu'il détienne les licences appropriées là, de la Régie du bâtiment du Québec, mais c'est peut-être pas quelqu'un qui fait des ouvrages de conservation des sols habituellement. Fait que des fois, ils ont besoin d'un petit peu d'accompagnement. Fait que ça peut être... ça peut vous sauver bien des casse-têtes là, si vous êtes là puis vous êtes capable surtout de commencer les chantiers, surtout s'il y a plusieurs, mettons, chutes en rocher à faire, vous en faites 2, 3 avec l'entrepreneur puis avec le producteur, puis après ça, vous quittez. Il y a moyen de peut-être pas surveiller tout le temps, mais de ne pas y aller du tout, ça peut être... il faut avoir des surprises là, quand vous retournez pour faire l'attestation. Ensuite, il faut penser à la responsabilité qui est associée à la santé et la sécurité. Le respect des mesures d'atténuation, que là, je n'ai pas tout nommé les détails, là, mais on comprend que sur les sites Internet là, des ordres professionnels, entre autres sur l'ordre des ingénieurs, là, vous allez pouvoir trouver de la documentation sur ce qui est responsabilité en lien avec la surveillance. Mais moi, je vous conseille vraiment de vous garder dans votre mandat du temps pour la surveillance. Ensuite, il faut faire constat, attestation de conformité des travaux. C'est assez simple. On demande ce qui a été fait, quelles autorisations ont été obtenues, de les joindre. On demande les points GPS des ouvrages effectivement réalisés. Puis, on demande de certifier là, que ça s'est bien passé puis qu'ils sont conformes à ce que vous aviez demandé là, de faire au début. Finalement, le dernier point, c'est les frais professionnels. Comme, dans le fond, comme donneur de service, vous pouvez facturer, évidemment. Puis nous, on peut le prendre dans Prime Vert, dans la mesure 4301. Il y a seulement à savoir qu'il y a des maximums. Fait que dans le fond, l'aide financière maximale, fait que ça, c'est pas les coûts admissibles, là. On comprend que c'est l'aide financière maximale, c'est 750 $ plus 12 % des travaux admissibles des dépenses, finalement. Fait que là, vous allez dire, ouais, on vire un peu en rond, mais l'idée, c'est d'estimer des coûts. Attends un peu, non, c'est pas vrai, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire combien de temps ça va me prendre pour monter le dossier, puis de faire cet estimé-là, puis après ça, vérifier quand vous allez faire le devis si ça fit avec les coûts maximaux admissibles. Ça va quand même bien d'habitude de ce que j'ai vu. C'est sûr que c'est le premier que vous faites. Là, ça se peut que vous alliez moins vite, mais quand vous allez avoir votre modus operandi, je suis convaincue que vous allez rentrer dans ces coûts-là, là, ça va quand même assez bien. Puis à ça s'additionne aussi les frais professionnels pour la surveillance de chantier là, de 400 $ plus 12 %. Fait qu'on comprend qu'on peut tout additionner ça ensemble. Moi, personnellement, je ne demande pas de le détailler dans la facture. Je demande au conseiller, là, celui qui a monté le dossier, de mettre le nombre d'heures puis la facturation, mais je ne demande pas de détailler ce qui a servi à la réalisation du dossier technique puis ce qui a servi à la surveillance. Donc, vous pouvez additionner le 750 et le 12 % des travaux admissibles. Pour ce qui est de la main-d'œuvre de l'entreprise agricole, c'est quand même intéressant. On peut mettre 20 % de la valeur des matériaux sur ce qui est installé par la main-d'œuvre de l'entreprise agricole. Souvent, c'est le producteur lui-même. Fait que dans le fond, on met ça sur le géotextile. Souvent, c'est lui qui va aller le placer, qui va le couper, tout ça. Puis, on met ça sur ce qui est quincaillerie, là. Les tuyaux, les coudes, la protection des ponceaux et tout ça.
Fait qu'on comprend qu'on ne le met pas sur la pierre, puis évidemment, on ne le met pas sur la pelle parce que la pelle, elle, ça va être une facture à part. Puis ça va être un entrepreneur de pelle qui détient ses licences RBQ. Fait que voilà, ça fait le tour de ma partie.